Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à cette table ronde qui a pour thème un thème assez ambitieux et vaste, l'état des lieux de la liberté de la presse en France. Avec nous, nous avons trois journalistes au profil bien différent, ce qui promet un débat riche et de témoignages et d'expériences aussi enrichissantes. Alors, le premier, c'est Pedro da Fonseca. Vous avez 45 ans, vous êtes indépendant, vous êtes JRI, réalisateur et photographe. Vous avez notamment réalisé des documentaires pour Arte et France TV. Vous êtes en collaboration avec des boîtes de production comme Première Ligne, 13 Productions, Magnéto et bien d'autres. Votre spécialité, c'est l'enquête et l'investigation. Et vos sujets de prédilection, en tout cas les sujets sur lesquels vous avez travaillé, c'est les violences policières, les lanceurs d'alerte et les printemps arabes, entre autres. Printemps arabe, donc vous avez eu l'occasion d'aller régulièrement sur des zones de conflit comme en Libye, en Syrie ou en Égypte. Avec vous, Simon Gouin, 33 ans, vous êtes cofondateur de Grand Format, donc c'est un pure player qui décline des grands enjeux de notre société à l'échelle normande, alors sur un format long et enrichi qui s'apparente davantage à du documentaire qu'à de l'article de presse. Vous êtes également journaliste à Bastamag, qui travaille sur les mobilisations sociales et environnementales, et vous avez une pratique du journalisme du temps long, de terrain, mais aussi beaucoup d'enquêtes. Et enfin, Raphaël Tual, 32 ans, donc vous êtes journaliste à 76 Actu. Auparavant, vous avez fondé V Marseille, sur lequel vous occupez surtout de politique et d'information générale. Vous êtes également passé par Presse Océane et Ouest France. Et c'est à la radio que vous faites vos premiers pas, dont le journalisme, notamment à Alpe 1 ou encore au Move. Et vous êtes également le représentant du SNJ en Normandie. Voilà, messieurs. Donc, on va commencer avec le rapport de RSF, donc celui de 2021, qui classe la France à la 34e position du classement mondial de la liberté de la presse. C'est la même position qu'en 2020, et depuis 8 ans, c'est son troisième meilleur classement. Alors, l'une des explications est la répression policière lors des manifestations, notamment contre la loi sécurité globale. Alors, je pense qu'ici, il y a un peu deux sujets en un, les violences policières et la loi sécurité globale. Donc, on va peut-être commencer par cette dernière qui a été adoptée le 15 avril dernier. Et l'article qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le 24. Alors, je vais vous le citer. Il a été présenté comme suivant. Donc, est puni de 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de police nationale ou de la gendarmerie nationale, autre que son numéro d'identification individuelle lorsqu'il agit dans le cadre de l'opération de police. Juste avant de voter cet amendement, le gouvernement a fait une rectification, c'était le 20 novembre 2020. Il a ajouté au préalable sans préjudice du droit d'informer. Alors forcément, cet article a fait beaucoup parler, donc a fait réagir notamment donc, les journalistes, la presse étrangère, mais aussi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les commissions et conseils européens ou encore le défenseur des droits de l'homme. Vous, comment vous avez vécu déjà quand vous avez lu cet article, comment vous l'avez vécu et comment vous avez dit aujourd'hui, je vais pouvoir faire mon métier de journaliste. Je pense notamment, par exemple, à vous, Pedro da Fonseca, puisque vous êtes dans l'image. Écoutez, moi, en lisant découvrant en fait la loi, ça me concernait sur deux projets en fin de compte pour parler faire mon retour d'expérience de terrain. Ça concernait les manifestations que j'ai pas mal couvert je dirais depuis 2016-2017, où j'avais réalisé un premier documentaire sur les violences policières. Et ensuite, j'ai suivi tout le mouvement des Gilets jaunes à partir de décembre 2018, à partir de l'acte 4. Et plus récemment, en allant documenter la situation des migrants à Grande-Synthe. La chose qui était importante en fait en 2017 quand j'ai réalisé ce documentaire, c'est un film qui s'appelle Manifestation mécanique de la violence, où j'interrogeais le maintien de l'ordre, la façon dont était organisé le maintien de l'ordre en France. Et durant ces manifestations, il y avait énormément de débordements. Et j'ai rencontré pas mal de victimes. Et la chose qui m'a interpellé, c'est la nécessité de filmer en fin de compte ce qui se passe. Pour que
c'était lorsqu'il y a eu des débordements, lorsqu'il y a eu des personnes qui ont été blessées pendant ces manifestations, il y a des plaintes, il y a des dossiers qui ont été constitués auprès du GPN. Et ce dont on se rend compte, c'est la difficulté d'obtenir justice lorsqu'il n'y a pas de vidéo. Et donc, l'interdiction, si vous voulez, ou la dissuasion à travers l'article 24 de filmer ce qui se passe sur la manifestation, pour moi, c'était une façon, enfin, c'est une menace de liberté fondamentale, mais ça a aussi l'impact pour les personnes qui, enfin, pour pouvoir témoigner de ce qui se passe sur le terrain, documenter de ce qui se passe sur le terrain, et aussi pour tout ce qui est débordement, en fin de compte, des autorités. Raphaël Thual, vous avez également suivi les mouvements des Gilets jaunes à Rouen et Ouais. ensuite celui de la loi sécurité globale. Vous, quand vous avez manifesté contre ce projet de loi et contre cet amendement plus particulièrement, vous, quand vous avez vu apparaître cet article, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que ça allait être encore plus compliqué, oui, parce que ce que vient de dire Pedro, c'est ça, il y a une nécessité de devoir filmer, de devoir informer. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été remis là au Premier ministre de la rue Jean-Marie, qui recommande de bien préciser aux policiers qu'ils ne peuvent pas s'opposer au fait de filmer, de capter de l'image. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose de pas clair. Et déjà, quand il n'y avait pas cette loi, on était embêtés dans notre démarche de filmer, d'être présent. On était déjà ouais, plus qu'embêtés. Donc, en fait, ça revenait rajouter quelque chose de confus. Et cette loi, en tout cas le texte tel qu'il est avant sa réécriture, il était vraiment pas clair. Là, pour nous, il ne l'est toujours pas. D'ailleurs, je précise juste qu'on demande encore, en tout cas, il y a plusieurs organisations syndicales qui demandent la censure auprès du Conseil constitutionnel. Donc, ça reste quelque chose pour nous qui est liberticide. Et en plus, il faut l'adosser, et c'est ce que vient de dire Pedro aussi, il faut l'adosser aussi au schéma national du maintien de l'ordre. Je dis ça de tête dans le schéma national. Il y a cette idée qu'un journaliste doit s'accréditer pour pouvoir manifester. Donc, ce n'est pas une obligation, évidemment, ça n'a pas valeur de loi, le schéma national du maintien de l'ordre. Mais on est là dans pleine confusion, comme si un journaliste devait dire à une autorité, à l'État, qu'il allait être présent. Alors, c'est sous couvert de notre protection, mais ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. En tout cas, on ne demande pas l'autorisation pour pouvoir faire notre métier. Donc voilà, c'est cette confusion que ça se met. Puis il suffit d'un policier, d'une policière zélée, ou en tout cas pris, parce qu'on a vécu quand même des scènes de guerre en France pendant les Gilets jaunes. À Rouen, ça a été le cas, et dans plusieurs grandes villes. Donc on était dans des situations très confuses, et ces textes-là rajoutent beaucoup de confusion là où le métier n'en a pas beaucoup de besoin. Alors, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur le terrain parce que le texte de loi dit bien qu'il est interdit de diffuser et pas Oui, de capter. Et pour oui, autant, mais on a l'impression que c'est déjà la captation que les difficultés, vous les rencontrez face oui, parce qu'on a recensé 200, pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a 200 journalistes qui ont été entravés dans leur fonction. Donc, sans texte, c'est-à-dire que simplement parce que on considérait qu'ils n'avaient pas à être là ou que c'était pour la sécurité. Bref, et puis de toute manière, on fait une garde à vue où on l'interpelle et puis on le relâche. Et puis, oh, bah, on s'est trompé, c'est pas grave. Enfin, ça a été par centaines. Donc, alors effectivement, en discutant avec les policiers, ils nous disent, bah oui, on ne sait pas qui est aujourd'hui, qui est journaliste ou qui n'est pas journaliste, parce qu'il faut rappeler que la carte de presse n'est pas un outil indispensable pour être journaliste. Donc, effectivement, il y a plein de monde maintenant qui peut être journaliste citoyen, mais c'est pas de notre fait. Et en tout cas, on nous empêchait de pouvoir travailler. Je ne l'ai pas vécu moi personnellement, j'ai jamais été empêché en travaillant à Rouen avec la police de Rouen. Mais ça a été très complexe. Donc, par un collègue, on se souvient d'une scène à Rouen qui a été marquante, d'un policier qui mettait son LBD au visage d'un collègue qui montrait sa carte de presse pendant plusieurs secondes. Donc, ça, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas à vivre quand on couvre une manifestation dans une agglomération. Alors, tout ça nous ramène, peut-être Simon, vous avez un commentaire aussi. Je sais que vous avez un peu moins suivi les manifestations, mais vous avez peut-être un avis sur cette loi. Oui, moi, c'est vrai que j'ai moins suivi. Enfin, j'ai suivi un petit peu les Gilets jaunes à Caen, mais j'ai pas été confronté comme ça à des problèmes ou été empêché par la police pour faire mon travail. Moi, quand j'ai entendu ce projet de loi et le début de la mobilisation, évidemment, j'ai pensé aussi au travail de David Dufresne et à toutes ces images qui viennent de citoyens, la plupart, et qui montraient les violences policières.
Et je me suis dit que ça serait peut-être pas forcément possible, ou en tout cas que ces personnes-là, qu'elles soient journalistes ou pas, elles seraient inquiétées, et donc qu'il y avait vraiment un danger avec ce projet de loi. Après, Pardon, vas-y, Allez, rappelle. Ouais. non, Pedro. parce que je voulais dire que ça ne se limitait pas seulement à l'article 24 qui nous concerne évidemment, mais effectivement, les citoyens sont touchés beaucoup plus largement parce que c'est de la surveillance un peu plus généralisée. Et c'est sans. Alors, à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là de violence policière, on a l'impression qu'on jette l'opprobre comme ça sur toute la profession. Et en tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon propos. Voilà, on travaille avec des policiers, j'en connais de nombreux. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais ça a juste montré cette crispation inédite et tendue. Ça a montré qu'il y avait un souci dans le maintien de l'ordre dans notre pays et dans lequel nous, on essayait de s'insérer et on n'était pas pris en compte à notre juste mesure. Donc il y avait souci pour pouvoir couvrir un événement exceptionnel. Je pense qu'il y a un souci, il faut rappeler qu'il y a un souci il y a un besoin de transparence. Il faut qu'on puisse raconter ce qui se passe durant une manifestation. Je me souviens qu'en 2016-2017, j'avais eu l'occasion de suivre des manifestations, par exemple du 1er mai, où il y avait des familles, enfin voilà, il y avait pas mal de monde. Depuis 4-5 ans, il y a une telle dégradation. J'étais encore à la manifestation du 1er mai, là, il y a quelques semaines. Il n'y a plus personne. Vous avez quelques cortèges syndicaux, les gens, enfin, je pense qu'il y a enfin, parler du problème de la loi sécurité globale, c'est aussi parler du maintien de l'ordre, c'est ce que vous disiez, mais c'est flagrant quoi, ce qui se passe. Comment est-ce que la situation s'est délitée en fait ces dernières années. Et il est indispensable aujourd'hui qu'on soit journaliste avec carte de presse, journaliste sans carte de presse, qu'on soit vidéaste citoyen, d'avoir l'autorisation de filmer ce qui se passe sur le terrain. Concernant la problématique d'exposer de façon malveillante, il faut se rendre compte que beaucoup dans le cadre des manifestations, il y a énormément de policiers ou de gendarmes qui, de toute façon, sont couverts. On ne voit plus leur visage, en fin de compte, aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'il y a une vraie méfiance, il y a un vrai souci par rapport à ça. Le RIO n'est pas visible. Enfin, les règles du jeu doivent être éclaircies. Et je pense qu'il faut apaiser le débat. Il faudrait que… Enfin, j'arrive un peu à une sorte de conclusion, c'est un peu tôt, mais il faudrait quand même une remise en question du ministère de l'Intérieur par rapport à ça. Moi, j'ai souvenir que j'avais pas mal de cas que j'avais documentés en 2016-2017. J'ai demandé à 4 ou 5 fois au ministère de l'Intérieur de pouvoir échanger par rapport à ces problématiques-là, savoir comment est-ce qu'en fin de compte, il y avait une sorte de protection en fait, au sein de l'institution par rapport à des cas de violence qui avaient été documentés par des vidéos, et j'ai eu aucun retour. Et enfin bon… Alors, on va peut-être, du coup, comme vous parlez beaucoup des violences policières, passer au chapitre des violences policières. Alors, il y a un rapport indépendant qui a été remis le 3 mai, donc sur la Journée internationale de la liberté de la presse, à Jean Castex. Et Matignon a annoncé de rappeler que le gouvernement a chargé le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Culture d'engager conjointement les travaux qui conduiront à la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations. 32 recommandations ont été émises par ce rapport. Est-ce qu'à partir du moment où un rapport est remis au Premier ministre qui parle des relations tendues entre les journalistes et les forces de l'ordre, c'est aussi déjà un aveu du gouvernement qu'il y a un problème? Pour moi, oui. De toute manière, oui, ça a bien montré qu'il y avait souci. Plus personne, je pense, peut le nier. Même le président de la République a quand même a voulu éviter le mot de violence policière, évidemment, mais il y a quelque chose qui s'est produit, qu'on a tous constaté de façon pas du tout idéologique, en tout cas, je pense, là, à ce débat. On était là pour constater. Et on a bien vu c'était le chaos du côté aussi du maintien de l'ordre, parce que la situation était chaotique. Et vous voyez, ce que je me suis dit, parce que vous nous demandiez notre impression, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait se protéger des manifestants, parce qu'on était inquiétés par les manifestants, par l'ultra-gauche. C'était pas évident déjà de bosser en s'affichant journaliste. Parce que aussi, il faut savoir qu'ils étaient extrêmement violents vis-à-vis des forces de l'ordre. Hein. C'était cocktail Molotov, c'était briques, tout ça, c'est des choses que personnellement j'ai vues, qu'on a pu tous voir. Et je me suis dit, mince, il faut aussi se méfier de la police. Alors je suis assez relativement jeune par rapport à vous, mais c'est vrai que je me suis dit, merde, il faut aussi se protéger des forces de l'ordre aussi, parce que, alors ça, voilà, ça m'a fait flipper. Donc, tout texte qui viendrait nous mettre encore plus en confrontation serait néfaste. Ouais.
Alors, dans ces propositions, il y a tout, hein, c'est notamment garantir la sécurité physique des journalistes, par exemple en ayant accès à l'arrière des cordons de sécurité des forces de l'ordre, chose qu'on nous interdit souvent aujourd'hui sur le terrain. C'est aussi permettre aux journalistes de porter des équipements de protection, même qui couvriraient l'intégralité du visage. Donc, il y a aussi le fait de ne pas devoir s'accréditer, Raphaël, vous en parliez, pour couvrir une manifestation. Mais à la fin, une des dernières propositions de ce rapport, c'est aussi peut-être d'ouvrir le dialogue avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous pensez que c'est une question de dialogue et de méconnaissance des uns des autres, ou c'est une volonté peut-être gouvernementale de réprimer, entraver la liberté de la presse? Je pense que pour le dialogue, il faudrait peut-être que le ministère donne l'exemple. Il faudrait que le ministère donne l'exemple, il faudrait qu'il y ait des jeunes remises en question. Quand on voit qu'on parle quand on voit cette loi qui arrive, quand on voit comment est-ce que… Je me rappelle de cette journée du 8 décembre 2018, lorsqu'il y avait eu l'acte 4 sur les Champs-Élysées. J'ai passé la journée sur place quand j'ai vu la violence que c'était. On parlait de… Raphaël, tu parlais de faire attention quand on est en manifestation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je travaille, j'ai les yeux rivés sur la police lorsqu'ils sont équipés d'LBD. J'ai parfaitement conscience qu'en fin de compte, on n'est pas à l'abri du balle perdu. Et ce que je voulais dire, c'est que… Pardon ? Une balle perdue d'une balle à destination. Ça peut être une balle perdue ou on peut être visé même. Hein. On peut être visé par un tir de LBD. Et il faudrait que quelque part la hiérarchie montre l'exemple. En fin de compte, moi j'avais souvenir que sur les plateaux télé ce soir-là, le soir du 8 décembre, j'étais frappé de voir qu'en fin de compte, ça fanfaronnait un peu sur tous les plateaux télé des chaînes d'information comme d'actu. Et j'avais vraiment l'impression d'un décalage entre ce qui s'était passé sur le terrain et ce qui s'était passé ce qui était dit sur les plateaux télévision. Et il y a recréer un dialogue, c'est aussi reconnaître en fin de compte le problème qu'il y a sur le terrain. Je pense qu'il y a une méconnaissance, je trouve, de nos professions. J'ai l'impression que la police voit tout journaliste comme un gauchiste aux cheveux sales qui leur veut du mal. Et donc, dès qu'on est là, c'est pas pour faire notre boulot, mais c'est pour… je sais pas si c'est partagé, mais moi, je le vois un peu comme ça. Dès que maintenant, on s'affiche comme journaliste, donc c'est toujours compliqué, alors qu'on est juste là pour constater, surtout par exemple dans mon cas ou dans mon média sur actu.fr, où on est des médias locaux, on n'a évidemment aucun parti pris, on est des médias généralistes. Donc, avoir, par exemple, des sessions de formation ou d'intervention de journalistes au sein, nous ici, à Oissel, à Rouen. On a Oissel, c'est la deuxième plus grande école de police du pays. La plupart des fonctionnaires de notre pays sortent de Oissel. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait des journalistes ou représentants de journalistes qui viennent expliquer comment ce qu'on recherche, comment on peut travailler, qui on est. Alors évidemment, on n'est pas une profession uniforme. Parmi nous quatre, il n'y a personne qui est pareil même ici, mais oui, une certaine connaissance, parce qu'on peut constater sur le terrain que le gars qui fait son maintien de l'ordre, il ne nous connaît pas, il n'a peut-être jamais vu de journaliste. Et ça, ça peut poser problème. Et en plus, après, il y a l'histoire du maintien de l'ordre, qui est quelque chose de particulier qu'il faut revoir, effectivement. Mais se raccrocher, mieux se connaître, je pense que ça serait utile. Ça ne serait pas des 20 mots, quoi. Quand on parle des violences policières, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait aussi des réelles violences policières envers la presse qui était une façon d'entraver cette liberté de la presse pour empêcher de montrer ce qui se passait sur le terrain, ou elle était globale à tout le monde? Est-ce que si elle est globale à tout le monde, on peut se dire elle n'est peut-être pas dirigée contre la presse. Est-ce que vous avez ressenti, vous, quelque chose de dirigé? Je pense que, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui travaille avec une caméra, un appareil photo, qui est en train de documenter, qu'il ait la carte de presse ou qu'il n'ait pas la carte de presse, ça ne change rien. Et malgré ça, moi, ça m'est arrivé de prendre des coups en manifestation. Beaucoup de collègues ont été blessés ou ont pris des tirs de LBD. Je pense qu'il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de distinguo. Il y a pas de. Vous avez les manifestants, vous avez la presse sur le terrain, et le fait de porter un brassard presse, d'avoir un appareil photo, une caméra, c'est pas quelque chose qui vous épargne de subir une violence sur le terrain de la part des autorités. Est-ce qu'on est délibérément ciblé? Je pense qu'il y a eu quelques cas où c'était le cas. Il y a eu des situations, oui, ce sont des choses qui sont arrivées.
ouais, pendant la manif des Gilets jaunes, regardez, j'en ai juste un là, mais regarde, tu vois, il y a le brassard presse, par exemple, comme ça, qui est jaune, et il y avait pas mal de manifestants qui avaient aussi, alors pas ces brassards-là exactement, mais qui avaient avec jaune, presse. Donc effectivement, on était un peu, il n'y avait plus de distinction en fait. Et ça, c'est vrai que cette chose un peu, c'était un peu le chaos. Et donc, moi, je dirais pas qu'il y avait un ciblage, mais en tout cas, on était comme les autres. Alors, on ne demande pas de particularité, c'est pour ça que c'est difficile aussi à tenir, hein. C'est quand même une ligne de crête qui n'est pas évidente, hein, parce qu'on ne demande pas une protection, on ne demande pas d'avoir 3 flics autour de nous. Ce n'est pas l'idée, parce que sinon, après, on va tout de suite être amalgamé dans le camp d'en face, parce que ça se situe entre camps. Donc, avoir une protection policière, ce n'est pas du tout l'idée. Mais il n'y avait plus de distinction. Donc, je pense qu'on était mis avec tout le monde. Ça, donc, oui, qu'on soit journaliste ou pas, ils s'en foutaient. Alors là, on parle vraiment du cas des Gilets jaunes. RSF a porté plainte contre le préfet Didier Lallemand suite aux violences policières commises sur des journalistes lors d'une évacuation de migrants place de la République à Paris le 23 novembre dernier. Bah C'est oui. la deuxième fois que RSF porte plainte. La première fois, c'était en décembre 2019, Pedro, vous en parliez, lors des manifestations des Gilets jaunes où 13 journalistes avaient été victimes de violences policières. Est-ce que, hormis pendant les violences des Gilets jaunes, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une cible, une volonté d'empêcher de montrer ce qui se passe? Est-ce que c'est une volonté institutionnelle? Il y a la loi. La loi, elle ne va pas dans le bon sens. Enfin, clairement, on voit, je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont opposées à cette loi. Il y a le SNJ, il y a pas mal de, enfin, voilà, il y a de groupes. Après, il y a ce qui se passe sur le terrain. Là, on a faisait référence à ce qui peut se passer durant une manifestation, où là, il peut y avoir des débordements de la part de certains policiers. Est-ce qu'on peut généraliser? Non, je pense qu'il faut faire il faut distinguer ce qu'il y a à travers l'article 24 et après ce qui se passe sur le terrain. Et le fait que peut y avoir certains policiers, pour le fait d'être journaliste, de porter une caméra, pour eux, ça pose aucun problème. Ils vont quand même y aller et on peut se retrouver violenté, on peut se retrouver confronté à des coups de matraque, ça peut être un tir de LBD. Ça ne vous protège pas. Mais comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est pas. Enfin, c'est un tel bordel, quoi, Et sur le c'est peut-être terrain. plus dans le commandement aussi, si je peux poursuivre là-dessus. Là, tu faisais référence à la place de la République. Oui, le 23 novembre dernier. Oui, on a pu soulever, moi j'ai en tête un article d'Actu Paris là-dessus, qui soulevait la responsabilité de la chaîne de commandement. Envoyer les mauvais policiers, envoyer des policiers, par exemple, de la brigade anticriminalité, couvrir un maintien de l'ordre, alors que là, les associations aussi ont joué un rôle politique en voulant mettre sur une place des migrants, des personnes exilées, et en les exposant finalement à de la violence, forcément. Donc là, il y a quelque chose à questionner aussi, comme journaliste. Et finalement, le préfet et les chaînes de commandement tombent dedans volontairement ou pas, mais il y a souci, on n'envoie pas les bonnes personnes et on a affaire sur le terrain, place de la République, à des policiers qui ne sont pas qui sont formés pour le maintien de l'ordre et qui font n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi. Des policiers avec qui j'ai pu en discuter, c'était pour eux un déshonneur, quoi, de voir comment les collègues travaillaient. Donc, ce n'est pas une volonté, là encore, mais ça se passe à un moment donné, à une heure précise, suivant qui est le chef des opérations, qui est le commissaire, qui est le préfet. Bref, c'est toute cette chaîne de commandement qui est à questionner. Et souvent, enfin, je trouve que j'en veux pas trop, moi, aux policiers, aux gendarmes sur le terrain, mais c'est souvent la chaîne de commandement. Et dans ce cas-là précis, il y a eu un souci qu'on peut voir comme volontaire dans la chaîne de commandement d'envoyer les mauvaises personnes, les mauvais escadrons au mauvais endroit. Simon, sur les violences policières, vous avez été déjà vous confronté Non, non, pas du tout. Donc, on va passer, donc on parlait de l'évacuation de la place de la République le 23 novembre dernier, mais il y a aussi des évacuations qui ont fait bruit dans la profession, qui sont celles de Grande-Sainte. Pedro, vous y étiez. Notamment, 2 journalistes avaient saisi le tribunal administratif de Lille parce qu'ils avaient été mis à l'écart d'une des expulsions. Et donc, le tribunal administratif de Lille avait choisi une mesure d'éloignement. Et cette mesure d'éloignement a été validée le 3 février 2021 par le Conseil d'État. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les journalistes ne peuvent plus être à proximité quand il y a une évacuation de camps de migrants à Grande-Sainte. Vous y étiez, Pedro da Fonseca. Comment vous étiez en plus à l'intérieur au moment de cette
de cette évacuation? Juste pour resituer, en fait, j'ai commencé à documenter la situation à Grande-Synthe à partir de septembre. J'ai eu l'occasion d'y aller une demi-douzaine de fois. Les 3 premières fois, voilà, c'était pour essayer de comprendre où étaient les différents camps. Moi, je suis basé à Paris. J'étais à Calais, j'étais à Grande-Synthe, où se regroupaient les différentes communautés. Puis j'ai commencé vraiment à documenter la situation sur place. La 4e fois, c'était la semaine du 23 novembre, c'est la semaine où il y avait eu l'évacuation à République. À ce moment-là, j'étais resté sur place, en fait, j'avais dormi sur place dans le campement, et au petit matin, vers 8h30, donc là, vous avez les forces de l'ordre qui arrivent, accompagnées d'une entreprise privée, et qui vont procéder à l'évacuation du camp. L'évacuation du camp, c'est on va demander aux migrants de se mettre sur le bord de route, de quitter les tentes, de se déplacer d'une centaine de mètres. Là, vous avez l'entreprise privée qui va récupérer les tentes. Ça a été montré par des collègues, elles vont être déchirées, ça peut être cassé, et toutes ces tentes vont être évacuées. Je me rappelle que ce 25 novembre, il restait quasiment plus rien, en fait. Tout avait été évacué, et vous aviez les affaires des migrants qui étaient restés, mais pour pouvoir quelques sacs de couchage et des ustensiles de cuisine, quelques trucs comme ça, mais c'est tout. Moi, ce que j'ai pu faire ce jour-là, je pourrais dire que ma présence, elle a été plus ou moins tolérée. On me demandait de respecter une certaine distance, mais c'était plus ou moins toléré. J'ai réussi à documenter en photo et en vidéo. J'ai décidé d'y retourner début janvier. Et là, en fin de compte, ça avait vraiment changé, quoi. Le son de cloche, la relation était très différente. Les forces de l'ordre étaient beaucoup plus nombreuses. Et j'avais dormi sur place à nouveau pour pouvoir être là au petit matin. Il y avait des collègues qui avaient été, je pense qu'il y avait des collègues de France, Radio France, qui avaient essayé de venir, qui n'avaient pas pu accéder au site. Il y avait des collègues du média également. Il y a 2 collègues photojournalistes qui n'ont pas pu documenter ces situations. Et ce qui se passe, c'est que là, par contre, en fin de compte, il y avait une vraie volonté de vouloir me mettre dehors, quoi. Et donc, ça a été super compliqué. Et je me suis fait dégager du campement, Manu Militari, à plusieurs reprises. Donc, en fin de compte, on m'a mis en bord de route. Là, j'ai fait le tour de la forêt du Puy-Touques pour revenir par un autre passage. Et à chaque fois, Et sous prétexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que sous prétexte comment ils appellent ça, une distance de sécurité, moi, j'ai du mal à comprendre cet argument. C'est surtout, si vous voulez, pour moi, la conséquence directe, c'est l'impossibilité d'accéder au site et de pouvoir raconter et montrer ce qui se passe. Et puis, j'y suis retourné début février, et c'était, ça, c'est quelque chose qui continuait. Quand vous entendez que c'est validé par le Conseil d'État, c'est pas n'importe quelle instance, le Conseil d'État, ça veut dire qu'aujourd'hui, on éloigne les journalistes quand on fait une évacuation de migrants. Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans un pays comme celui de la France, qui a une presse libre et en plus une presse plurielle, est-ce que c'est normal de ne pas pouvoir renseigner, de ne pas pouvoir rendre compte des faits qui se passent lors de ces évacuations? Est-ce qu'on est sur une entrave, encore une fois, à la liberté de la presse? Pour moi, c'est clair. Je veux dire, à quel titre est-ce qu'on interdit à des journalistes de venir documenter ce qui se passe sur place? Je ne comprends pas. Et est-ce que la sécurité, dans ce que tu as vécu, par exemple, Pedro, est-ce que des fois la nécessité ne peut pas nécessiter une compréhension de se dire, bon, ok, on peut se décaler parce qu'effectivement, on gêne, ou il y a quand même une opération qui est en cours? Bien sûr, bien sûr. Je fais attention, si tu veux. Quand je bosse sur place, sur le terrain, je fais toujours attention. Tu vois, j'ai quand même, je suis plutôt en mode petite souris, quoi. Tu vois, essayer chacun fait son boulot. Moi, je fais le mien. L'entreprise privée, ils font leur travail. Il y a les forces de l'ordre qui sont là et qui les escortent. Chacun fait son travail. Moi, ce que je demande, c'est qu'on me laisse juste faire le mien. Il n'y a pas de, j'ai pas de. Puis, j'ai une photo là où, en fin de compte, c'est même pas genre on se met à distance, c'est-à-dire que c'est la main sur l'objectif, on ne veut pas montrer ce qui se passe. On ne veut pas montrer ce qui se passe, alors qu'il faut documenter. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça devient une zone de non-droit. Elle est où la transparence? Il est où le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas montrer ce qui se passe? Quand les journalistes, on vous met à distance, est-ce que vous avez vu sur ce qui se passe, ou vous êtes vraiment mis à distance, vous ne savez pas du tout ce qui se passe à l'intérieur du camp? Au début, on nous écarte du démantèlement, de l'évacuation. On nous écarte de quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres. Puis au fur et à mesure, tant que possible, on va essayer de nous écarter le plus possible. La difficulté pour les policiers, moi, quand je suis sur place, c'est que je dors, en fait. Je dors dans le camp. Et donc, quand ils arrivent le matin, ils se disent, la question, c'est, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Qu'est-ce que vous faites là? Je vais récupérer les affaires qui sont dans ma tente. Mais elle est où? C'est la tente bleue. Le problème, c'est qu'il y a 100 tentes bleues. Donc, je me faufile et je continue à travailler. Et je pense qu'il faut continuer à le faire. Mais c'est pas…
je sais pas, c'est incompréhensible, quoi. C'est pas, enfin, c'est incompréhensible. Il y a clairement une volonté de ne pas montrer ce qui se passe sur le terrain, et je pense qu'il faut qu'on continue à y aller. Il y a enfin, nous, et à témoigner. Parce qu'on peut pas, enfin, on peut pas avoir, et je rejoins là-dessus, mais on peut pas avoir dans une démocratie comme la nôtre, et même dans toute démocratie, un pouvoir politique, administratif, qui agisse dans l'ombre. C'est pas quelque chose qui est entendable. Donc, il est vrai qui peut apporter une contradiction, en tout cas des faits. Il n'y a que les journalistes, parce que les militants seront dans une posture militante, donc à vouloir montrer exclusivement ce qui va les arranger. Et pour garantir, il me semble, quelque chose de... c'est pas une neutralité, mais quelque chose qui soit le plus proche du réel. Voilà, il me semble qu'il n'y a que le journaliste qui peut être là et témoigner de ce qui se passe. Ça peut protéger les forces de l'ordre aussi, et ça peut protéger, surtout quand il s'agit de vies humaines comme ça, comme les migrants, parce que, par exemple, pour une attaque terroriste, évidemment, on ne demande pas à être aux premières loges pour notre sécurité. Enfin, évidemment, on veut surtout que les suspects soient interpellés, neutralisés. Donc, c'est aussi, ça dépend les moments. Mais quand il s'agit de vie humaine, quand il s'agit, bon, bah, effectivement, c'est peut-être bien qu'on soit là pour documenter, comme le dit Pedro. Enfin, c'est même pas c'est peut-être bien, c'est que c'est essentiel. Et le fait que ce soit sur une décision de justice, ça traduit quoi? Qui nous éloigne. C'est ça? Comment? Que ce soit une décision de justice qui nous éloigne. Que la mesure d'éloignement soit validée par une décision de justice. Ce n'est pas un périmètre qui a été mis en place par les forces de l'ordre, c'est la justice qui a dit au bout d'un moment s'il y aura un périmètre d'éloignement. Moi, je ne suis pas juriste, j'aurais du mal à répondre à cette question. Je crois qu'il y a le défenseur des droits qui a été saisi par rapport à ça, à vérifier. Mais en tout cas, ça peut questionner, oui. C'est un peu embarrassant comme de répondre à ça. Donc, je ne vais pas vous embarrasser. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses donc, sur la loi sécurité globale, sur les violences policières, sur ces évacuations, ces décisions un peu bizarres de justice? De toute façon, la police, enfin, moi, je vais répéter un truc qui s'entend beaucoup, mais enfin, la police, elle est là, elle est au service du citoyen. Enfin, voilà, la police, elle est là, elle est au service du citoyen. Donc, il n'y a aucune raison enfin, voilà, qu'il y ait une zone obscure, qu'il n'y ait pas de transparence. Je pense qu'il faut qu'on puisse travailler, chacun fasse son boulot, que les journalistes puissent travailler, puissent être présents, que les forces de l'ordre fassent ce qu'elles ont à faire et qu'on puisse documenter enfin, voilà, sereinement enfin, voilà, de ce qui se passe, que ce soit une manifestation, que ce soit l'évacuation d'une manifestation, que ce soit en première ligne ou que ce soit dans un campement à Grande-Synthe, on doit pouvoir être là. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une inversion avec les manifestations qu'on a pu couvrir, les retraites aussi. Dernièrement, il y a eu de grosses mobilisations contre la réforme des retraites. C'est vrai qu'il y a peut-être eu cette inversion du fait que la police était là. Il nous a semblé voir que la police était là pour protéger l'État et plus le citoyen. Donc là, il y a quelque chose de malsain qui s'instaure. Peut-être est-ce dû aussi, je reviens sur cette idée de formation, mais à des policiers qui sont trop vite formés. Il y a eu des réformes là très récentes sur la formation, le prolongement de la formation des policiers. On gagnerait beaucoup à avoir des policiers beaucoup plus solides, beaucoup plus de former à ça, spécifiquement à nos relations entre nous. Donc, on gagnerait beaucoup là-dessus, je pense. On clôt le sujet violence policière. Simon, vous avez peut-être quelque chose à dire? Oui, non, je me disais juste que si il y avait peut-être un effort à faire de côté de la police et peut-être un effort de formation, c'est aussi sur la compréhension du fonctionnement des journalistes et notamment tous ces journalistes qui n'ont pas de carte de presse et à qui on va demander la carte de presse et empêcher de rentrer sur un lieu parce qu'ils n'ont pas de carte de presse. Et ça, certains policiers sont convaincus que la personne n'est pas journaliste puisqu'elle n'a pas de carte de presse. Et voilà, bon, après, ça peut être utilisé aussi à mauvais escient, mais c'est un point qui devrait être connu de tous et pas simplement des policiers, mais des personnels dans les tribunaux, etc. Et que voilà, on n'a pas tous la carte de presse quand on est journaliste. Et journaliste, celui qui gagne sa vie Ouais. pour des médias considérés comme tels, notamment par la profession, c'est tout. Il n'y a pas d'autres critères. Donc voilà. Mais c'est vraiment important de le redire, la carte de presse, ça ne fait pas du tout le métier.
Et d'ailleurs, On peut être réalisateur de documentaires, on peut être réalisateur de documentaires et témoigner, être en première ligne pour informer ce qui se passe sans avoir la carte de presse. Moi, personnellement, c'est mon cas. J'ai dû aller, je sais pas, 7 ou 8 fois en Syrie, pas mal de fois en Libye, en Égypte. J'ai documenté ce qui s'est passé pendant les manifestations en 2016-2017 avec les Gilets jaunes. Et enfin, voilà, je travaille sans carte de presse et ça n'empêche pas. Enfin voilà, je produis de l'information. Et je pense qu'il faut. Ça c'est presque, c'est encore un autre débat, quoi. Mm. je tiens aussi à souligner, la carte de presse n'est pas un gage de qualité, c'est juste un document qui atteste de notre profession. Oui. Important, mais c'est vraiment important de le dire. Bah oui. Vous avez d'autres choses à ajouter sur les violences policières ou la loi sécurité globale? Sinon, on peut passer à une autre crise, hein, celle qu'on connaît Alors, bien, la crise du moment, oui, allons-y. la crise sanitaire. Alors, Reporters sans frontières a dévoilé que la liberté de la presse avait été entravée dans 130 pays sous couvert de la crise sanitaire. Est-ce que, selon vous, cela s'est traduit également en France? Ce qui me vient tout de suite, moi, j'ai pas l'impression. Ce qui me vient tout de suite, c'est ces histoires de poules, qui est quelque chose qui est assez prégnant. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, on ne sait pas qui nous regarde, donc peut-être qu'expliquer que sur les visites ministérielles ou présidentielles, depuis la crise sanitaire, seul un nombre restreint de journalistes ont accès au ministre ou au président et que du coup, ces journalistes sont choisis, sont triés sur le volet par le ministère ou la présidence. Voilà. Et rien que ça, le fait qu'on soit poulé, et donc souvent pas choisi, ou que ce soit d'autres médias qui sont... Bon, bref, ce tri-là, c'est vrai qu'il est senti de façon assez insupportable par les rédactions, parce que déjà, on est obligé de le faire, hein, un déplacement ministériel, présidentiel. On ne sait pas ce qui peut se passer. On n'est pas obligé dans le sens où on nous demande d'y aller, mais c'est que c'est évidemment un événement important. Parce que tout peut se passer, toute déclaration peut se jouer, donc on doit être là. Et ça, c'est vrai que la crise sanitaire, avec ce système de poules, c'était insupportable. On essaye de le dire à notre niveau à chaque fois aux représentants de l'État, mais ça, c'est ce qu'on a, enfin, c'est ce qui me vient en premier quand tu évoques la crise sanitaire. Bon, on était poulés avant aussi dans certaines de gros événements. Mais là, quand c'est pas utile, quand on a un secrétaire d'État, quand bon, il n'y a pas moult presse non plus, voilà, c'est un peu dur, surtout que souvent ils se baladent avec des hordes de conseillers, et on voit qu'il y a bien plus de personnes du ministère que de journalistes, et qui se contaminent finalement entre ministères. Bon, ils passent toute la journée ensemble, donc peut-être qu'ils sont tous testés, mais c'est vrai qu'on se sent, nous, à l'extérieur de ça, et c'est dur pour notre exercice. Ouais. Parce que grosso modo, dans un pool, il y a un caméraman, souvent de la presse nationale. Alors, on parle des déplacements en région. Un caméraman de la presse nationale, un journaliste de la presse nationale, un journaliste de la presse locale, un photographe de l'AFP et un photographe de la presse locale. C'est 5 personnes. 2 journalistes, donc 2 personnes habilitées, entre guillemets, à poser les questions. C'est très peu, mais est-ce que aussi, c'est pas une volonté de limiter la possibilité d'être contredit dans cette période bien précise? On pourra pas le dire, à part avoir un enregistrement, à part avoir une phrase très explicite. Moi, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais lu. En tout cas, ça pose souci. Et il faut absolument qu'on le dise à nos députés de la majorité de Circo. Il faut qu'on le dise aux représentants de l'État. On ne peut pas vivre comme ça pendant un an avec des médias qui soient jugulés parce que ça plaît ou ça plaît pas. On l'abordera certainement tout à l'heure, mais on le vit déjà avec des élus locaux. Il y a déjà toute cette pression où on ne veut pas nous voir, on ne veut pas nous répondre. On n'est pas que là, pas que, parce qu'il y a beaucoup de médias qui font la promotion des différents pouvoirs, mais on n'est pas que là pour faire de la com. Et souvent, on peut avoir cette impression-là de faire la photo ou prendre la phrase pour de la com. Et ça, c'est pénible, quoi. Donc oui, on aimerait des fois porter la contradiction, et on ne peut pas parce qu'on est poulé. Donc c'est pénible. Avec cette histoire de pool, on peut aussi se demander s'il n'y a pas une mise en place d'une hiérarchisation dans la presse française. Bah La oui. presse, c'est le pluriel. Est-ce qu'un journaliste de région vaut un journaliste parisien?
oui, ou même un journaliste d'un média qui pourrait être considéré moins influent. Ou, enfin, je ne sais pas quels sont leurs critères. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de critères. Donc, oui, il y a forcément y avoir des critères, des médias qui plaisent pas. Comment ils choisissent, il faudrait leur demander à eux pourquoi on n'est pas choisi. Voilà, pourquoi un déplacement quand ça se passe en plus sur notre territoire et on se retrouve, on n'est pas là, alors qu'on peut se considérer comme le média le plus important du territoire. Bon, on n'est pas là. Donc voilà, à quoi c'est dû. Il faudrait demander ça à la question aux directions de la communication des ministères, quoi. Simon, vous êtes également journaliste en Normandie. Est-ce qu'il y a une espèce d'influence selon le poids du média ou alors une espèce de condescendance peut-être de Paris vers la Provence? Vous l'avez vécu sur le terrain? Alors moi j'ai un peu une double casquette parce que donc je travaille aussi pour un journal national. Donc je ne ressens pas forcément ça. Ouais, non, je n'ai pas fait ce constat directement, mais euh, je sais que ça peut, enfin, certains collègues peuvent nous le dire. Et quand il y a un journaliste qui arrive d'une presse nationale, enfin, c'est toujours plus valorisé qu'une demande d'interview d'un journal local, quoi. Quand un ministre fait son déplacement, il veut que ça soit le maximum diffusé. Donc, Mm. parce que ça reste de la communication, hein, ce n'est pas un déplacement pour lui faire plaisir. Donc, enfin, voilà, il est dans un acte de communication, donc il veut que ça soit su le plus possible. Donc, évidemment, il va choisir des médias les plus mainstream possibles. Donc, évidemment, c'est l'agence France Presse, parce que ça va diffuser à tout le monde. C'est une grosse chaîne de télé. Et puis, on en oublie comme ça plein de médias qui sont regardés par plein de citoyens ou lus, quoi. Donc oui, c'est un choix évidemment pour moi, du plus mainstream. Enfin, on peut constater ceux qui sont dans les poules, c'est ceux qui ont la plus forte audience. Mais les choses changent. Ce pas toujours les mêmes que dans le temps qui ont la plus forte audience. Donc, heureusement. Pedro da Fonseca, vous, c'est quelque chose que vous rencontrez? Est-ce que vous travaillez pour des boîtes de prod qui, certes, travaillent pour des grandes chaînes de télévision, mais vous vous présentez comme collaborateur à une boîte de production? Souvent, on ne comprend pas bien les liens. Est-ce que vous, ça vous arrive aussi d'être peut-être évincé sous peine de manque de notoriété de la boîte de production ou... J'ai pas l'occasion de suivre une actu. On travaille peu sur l'actu chaude. Et là, depuis le début du Covid, j'ai pas eu l'occasion, si vous voulez, enfin, je peux pas témoigner d'un cas parce que j'étais pas concerné, si vous voulez, d'un pool ou. Mais j'ai des retours, quoi, de collègues voilà, qui s'alertent de ça. Et moi, personnellement, enfin voilà, j'ai pas eu d'occasion par la pratique de mon métier d'être confronté à ça. Après, Dorothée, on peut dire qu'il y a quand même plein de choses qui sont quand même positives. Mais dans cette crise, par rapport aux institutions, parce qu'on reste là dans le domaine étatique, les accès aux agences régionales de santé, les accès aux établissements de santé qui nous ont quand même ouvert leurs portes dans des conditions qui étaient parfois compliquées. On avait accès quand même à des professeurs qui pouvaient expliquer à nos lecteurs, à nos auditeurs, des choses qu'on n'a pas tous encore compris. Donc, il y a eu quand même aussi, enfin, il me semble, hein, depuis un an, comme beaucoup, faire que ça, on a eu quand même accès à beaucoup de choses et l'État a pu jouer son rôle là plutôt en nous ouvrant des portes. Donc, il faut aussi le dire, c'est la seule expérience des poules. Après, pour le reste, je pense qu'on a pu travailler. Dorothée, je ne sais pas si toi, tu as d'autres expériences ou. Moi, je suis animatrice ce soir, je ne suis pas Oui, journaliste. pardon. J'ai eu l'occasion, en fait, l'an dernier, je bossais sur un sujet à Bruxelles où je m'intéressais aux institutions, au travail des lobbyistes. Et c'est vrai que c'est un projet qui a été rendu extrêmement difficile parce que tout passe par Zoom. Tout passe par Zoom. Tout se négocie, les négociations, les tractations, les rencontres. C'est un avantage pour certains parce qu'en fin de compte, ça donne l'accès à certaines personnes que vous ne pourriez pas rencontrer de visu. Mais pour nous, en tant que journalistes, c'est des réunions où souvent, enfin voilà, on n'a pas accès, on peut pas être là, si vous voulez, à la sortie de la réunion pour pouvoir avoir quelques échanges. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est extrêmement compliqué. Enfin, moi, je l'ai pas vécu en France, mais c'était à Bruxelles pour le coup, et c'est vrai que je déplace un petit peu le curseur. Hein, excusez-moi, je parle pas du pool, mais de la difficulté d'avoir beaucoup d'événements qui se passent en webinar et de ne pas avoir la possibilité d'échanger en présentiel, d'avoir un petit échange à la fin d'une réunion, un témoignage ou des choses comme ça.
Ouais, ou d'avoir des offs. C'est vrai aussi, oui, il y a ça aussi, Mm. de pouvoir rencontrer quelqu'un, d'avoir du off, d'avoir donc le off qui nous permet d'avoir accès à des informations sans citer la personne qui nous les donne, mais de pouvoir aller vérifier, chercher, enfin bref, de Mm. donner à manger pour aller chercher de l'info. Donc ça, c'est vrai qu'on était complètement contraint. Boum, ça s'arrête, allez, au revoir, tout le monde arrête et puis c'est terminé, quoi. Donc, Mm. sans parler des petits fours et puis du champagne, bien sûr, qu'on consomme à longueur de temps. Donc, on a bien vu sur ces 2 premières parties qu'on a beaucoup parlé des entraves peut-être étatiques à la liberté de la presse, mais il n'y a pas que l'État ou ces instances qui peuvent entraver cette liberté de la presse. C'est le cas, par exemple, de la journaliste en région, Morgane Large, qui a enquêté donc, sur l'agriculture en Bretagne. Et fin mars, sa voiture est sabotée. Donc, une information judiciaire est ouverte, mais clairement, les agriculteurs de Bretagne en ont voulu, sont allés loin. Donc, est-ce qu'on pourrait donc aborder cette partie qui, aujourd'hui, entrave la liberté de la presse, outre l'État? Peut-être Simon, Oui, bah, écoutez, oui, c'est certain. touché par ce genre d'affaires, en fait. Ouais. Bah, c'est certain que les grosses entreprises tentent par tous les moyens de contraindre notre travail. Moi, dans mon journal Bastamag, on a eu plusieurs procédures en diffamation intentées par un grand industriel, Vincent Bolloré, voilà, sur un même sujet, l'accaparement des terres en Afrique. Au total, il y a eu 4 procès qu'on a tous gagnés. À chaque fois, il y a eu un appel, on est en cours de cassation, puis une deuxième plainte pour un de mes articles, et puis finalement, la plainte a été retirée en appel après qu'on ait gagné en première instance. Donc, par ces procédures, et on n'est pas les seuls médias à avoir été attaqués sur cette question précise des activités de Vincent Bolloré en Afrique. On est une vingtaine de médias. Donc, en fait, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, on se retrouve attaqué. Bah, ça a des conséquences sur, bah, notamment quand on est un petit média, sur il faut pouvoir se défendre et donc payer des avocats, les frais de justice. Voilà, c'est assez élevé, sans compter toute l'énergie qu'il faut mettre pour préparer ces procès. Et donc, certains disent que voilà, ce sont des procédures bâillons. Le but, c'est vraiment de nous bâillonner et pas de gagner ces procès. Quand l'entreprise attaque, elle sait peut-être elle a peu de chances de gagner, mais en tout cas, ça dure des années, et en attendant, ben voilà, les journalistes se posent la question, y compris les journalistes d'autres médias se disent, mais est-ce qu'on peut parler de cette information-là, de cette enquête réalisée en Afrique, ou on ne peut pas en parler, on attend, la procédure est en suspens, on attend la décision. Donc voilà, c'est une façon de mettre la pression sur des journalistes, et ce genre de procédures sont fréquentes contre les journalistes, contre les ONG, contre des lanceurs d'alerte. Donc, voilà, c'était aussi dans un rapport de RSF en disant qu'il faut parvenir à limiter ces procédures parfois abusives. Enfin, c'est au tribunal de le dire. Et le tribunal dit rarement que ces procédures sont abusives. Et même quand nous, on gagne un procès, quand on a été attaqué en diffamation et qu'on réclame des frais pour une procédure abusive, on ne l'obtient pas parce qu'on juge que l'entreprise était dans son droit d'attaquer en diffamation. Et donc, voilà, ça pose quand même des questions sur bah, la force de ces multinationales contre des médias qui parfois n'ont pas des moyens énormes pour pouvoir se défendre. Raphaël, Pedro, des situations similaires, Ça me faisait, c'est primordial là, ce que dit Simon, parce que c'est vraiment un truc qui énerve énormément, surtout qui s'attaque souvent à de la presse, ce que j'appellerais, ou ce qu'on peut appeler de la presse pas pareille, avec des systèmes économiques qui sont beaucoup plus fragiles que les gros groupes et qui n'ont pas de système juridique. Et c'est vraiment insupportable. Moi, ça me fait penser à des copains que j'ai quand je travaillais à Marseille, que j'ai bien connu, qui était Le Ravi, qui est un journal satirique, tout le temps en procédure pour les faire mourir. Parce que eux, quand c'était pas le conseil général à l'époque, c'était une entreprise, et eux pouvaient se permettre de partir dans des frais de justice, là où les copains du Ravi pouvaient pas le faire. En tout cas, ils le faisaient avec courage, mais et donc le but c'était voilà, ça prend du temps, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'ignoble parce que c'est vraiment le puissant
qui peut se permettre d'attaquer en justice, alors qu'il sait très bien qu'il va perdre, parce qu'heureusement, la loi est toujours en notre faveur, et la Constitution aussi. Enfin, pratiquement, ce que disait Simon, quoi, pratiquement, le journaliste ne va jamais perdre s'il est vraiment bon, qu'il fait bien son boulot, par la bonne foi, par les sources, donc il ne pourra pas perdre. Mais ça permet de faire mourir des journaux comme ça et de dissuader. Et après, il arrive l'autocensure, qui est aussi un autre phénomène. Mais effectivement, c'est que, comme le disait très bien Simon, c'est qu'on se dit, bon, attends, je vais peut-être pas commencer à enquêter sur telle industrie ou telle personnalité politique, parce que si c'est pour me retrouver à mettre mes 2 salariés de ma boîte de prod ou de mon journal, enfin voilà, c'est pas possible. Donc voilà. Est-ce que Simon, ce genre de procès bâillon, comme vous les surnommez, ça vous amène, oui, aujourd'hui, à de l'autocensure ou alors à se dire non, je ne vais pas faire ce sujet parce qu'il y a un risque, judiciaire, hein. Alors, non, parce que justement, bon, ça nous motive en fait aussi de se dire, voilà, on va aller gratter là où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tant que la procédure est en cours, on se retrouve quand même un petit peu bloqué en disant, bon, on attend d'avoir le résultat du procès. Et donc, voilà, malgré notre volonté de toujours aller écrire sur ce sujet-là, et précisément, moi, j'ai écrit un deuxième article sur cette question de l'accaparement des terres. Et donc, on a été attaqué une deuxième fois. Et voilà, donc c'était, on ne pensait pas que ça arriverait sur ce deuxième sujet. Mais en tout cas, je pense que heureusement qu'il y a énormément de journalistes, pas forcément dans la presse écrite, mais aussi à la télé, qui vont sur ces terrains-là et qui ne lâchent pas ces affaires-là pendant des années et des années, parce qu'ils ont aussi le soutien de leur boîte de prod, de leur grande rédaction. Et il y a vraiment du travail. Enfin, aujourd'hui, je trouve, peut-être plus qu'il y a, je sais pas, une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, vraiment un gros travail d'investigation. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Voilà. Vous qui êtes tous les trois dans l'enquête et dans l'investigation, est-ce que vous avez souvent affaire à des pressions d'industriels, d'hommes politiques, d'institutions? Est-ce que c'est le quotidien des journalistes aujourd'hui? Pedro, peut-être? Moi, j'avais eu l'occasion de faire un sujet sur la souffrance au travail due aux réorganisations au sein de la Poste. Et c'est vrai que ça avait été un petit peu compliqué. J'ai essayé de solliciter là une parole de la Poste. Je pense que c'était important d'avoir un contradictoire, de pouvoir entendre le point de vue d'entreprise. Au lieu de ça, c'est une lettre qui a été envoyée à la direction de France Télévisions pour dire qu'en fin de compte, pour remettre en question mon travail, essayer de contester les pratiques, contester mon enquête. Bon, et puis ensuite, il y avait tout un travail de communication à l'interne auprès des employés pour essayer de dire que, voilà, que le reportage qui allait sortir, c'était pour essayer de décrédibiliser. Bon, malgré ça, on fait le boulot. Malgré ça, l'enquête elle sort. Malgré ça, et puis, je pense que ce que disait Raphaël, quoi, à partir du moment où on fait le boulot sérieusement et que, bon, pour le coup là, j'ai eu la chance de pas être, il n'y a pas eu de suite juridique, mais il y avait tout un travail de communication, essayer de créer des écrans de fumée, essayer de décrédibiliser la parole du journaliste dès qu'on s'attaque à un sujet sensible et qu'on ne va pas dans le sens de la communication de la boîte. Et là, pour le cas, c'est ce qui s'était passé au sein de la Poste. Raphaël, des pressions, même Et en général? de politique, ça me fait penser, parce qu'on peut faire de l'investigation, qui est un grand mot, mais tout journaliste peut le faire à son niveau. Ça me fait penser quand j'étais journaliste dans le Pays de Bray, en Seine-Maritime, toujours pour le groupe Publi Hebdo, je me retrouvais dans le village un peu moins de 2000 habitants, Saint-Saëns. Et à Saint-Saëns, quand on venait au conseil municipal ou au conseil communautaire, il n'y avait pas de table pour les journalistes. Et puis personne ne vous dit bonjour. Et puis on vous fait bien comprendre que dans la royauté de monsieur le maire, ça fait tâche. Parce qu'il est vrai que bon, je pouvais écrire des trucs. Parce que même au niveau local, hein, c'est vraiment là où ça part. C'est-à-dire que c'est toute personne qui, à un moment donné, a un pouvoir. On arrive et on essaye de questionner. Et ben rien que ça dérange. Et j'ai été très en difficulté avec ce monsieur qui a été battu aux dernières élections municipales,
dans un précédent poste journalistique. Donc, je pense qu'on peut le vivre à des hauts niveaux, des grands niveaux, mais vraiment dans nos villages, c'est quelque chose qui existe en permanence. Les pressions, pareil, les menaces de mort. Bon, évidemment, les gilets jaunes, enfin moi, comme beaucoup m'ont marqué, mais j'ai été menacé de mort des dizaines de fois par des gens qui étaient juste pas contents, soit de ce que j'avais écrit, soit donc ils me revoyaient, parce que le problème c'est qu'on habite aussi le territoire qu'on couvre, donc on nous revoit. Et on est menacé de mort régulièrement. En tout cas, moi, c'est sûr, je l'ai été. Et c'est pas facile parce qu'il faut pouvoir revenir, il faut pouvoir recouvrir, revoir les mêmes personnes. Donc, ces pressions-là, elles sont vraiment à tout niveau. En fait, on dérange, on apporte une parole contradictoire. Ce qu'ils ne veulent pas, quand c'est maîtrisé de la part d'institutions ou de pouvoirs politiques, c'est qu'ils savent qu'on va mettre à défaut leur parole ou leur action. Et puis après, pour les militants, les citoyens qui, pour beaucoup, sont sortis de leur coma politique et ont découvert ce qu'était la rue et le système politique, ils ne comprenaient pas pourquoi on pouvait être montré autre chose que ce qu'eux voulaient. Hein, il m'a semblé, hein, c'était le cas de beaucoup de gilets jaunes. Et donc, on était là aussi pour dire des choses qui n'étaient pas forcément dans leur opinion ou objectif. Donc, ça déplaisait. Donc, ça se fait à tout niveau. Simon, beaucoup de pression aussi, Oui. je suppose, sur le Ouais. mené. Moi, j'ai en tête des témoignages de mes collègues. Là, on a créé un petit collectif à Caen de journalistes et de photographes et d'illustrateurs. Et parmi eux, il y a des collègues qui sont en poste aussi en local, par exemple, chez le groupe Publi Hebdo, dans la presse hebdomadaire régionale. Et ils nous racontent leur quotidien et en fait, c'est assez fréquent qu'ils reçoivent des textos, des élus qui sont mécontents d'un article et qui font pression. C'est pas simplement une critique de l'article, c'est vraiment des mots forts pour tenter de bousculer le journaliste, ou alors une procureure il vient d'avoir un démantèlement d'un lieu où on a trouvé de la drogue à 100 mètres d'une gendarmerie et le procureur dit aux journalistes bah, si j'étais vous, j'enquêterais pas dessus parce que ça va un peu nous déranger. Et en fait, tous ces petits témoignages, ouais, ça paraît assez anodin, mais je me dis ça témoigne aussi d'un climat et d'une. J'ai pas l'impression qu'en fait il y a un respect du journaliste et du travail du journaliste quand on fait ces choses-là. Et même, enfin, on peut aller plus loin, mais enfin, on sait très bien que c'est une façon de tenter de les intimider, de les influencer de façon voilà, détournée. Et bon, moi, j'ai pas ces exemples, j'ai pas vécu ça directement au niveau local, mais ça a l'air d'être assez difficile quand même à gérer. Alors, justement, on voit que depuis quelques années, il y a une grande, une petite, mais maintenant je pense que c'est une grande défiance envers les journalistes. Est-ce que cette défiance est une entrave à la liberté de la presse? Moi, j'ai envie de dire qu'elle est saine, parce que non, mais finalement, ça veut dire qu'on peut déranger encore et qu'on ne fait pas tous un métier d'institutionnel à faire du journalisme de préfecture. Et donc, tant mieux. Et dans tous les camps, hein, je parle aussi pour des associations, pour des groupes politiques qu'on dérange. Et bien, tant mieux, parce que je pense que c'est parfois, pas tout le temps, mais parfois, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de journaliste que de le faire, parce on a la prétention de pouvoir parler et de pouvoir couvrir des événements et de pouvoir parler au plus grand nombre. Ben, on se doit de le faire au maximum. Donc tant mieux voilà. Je trouve ça bien parce que sinon ça veut dire qu'on serait tous des communicants et qu'il y aurait tout le monde qui serait content de ce qu'on fait. Et ben ça serait le pire. Donc Quand cette défiance vient des citoyens, est-ce que là, il n'y a pas quand même un problème? oui, c'est un souci. On a voulu, pour exemple, nous, à 76 actuellement, on a voulu créer, à l'issue de la manifestation des Gilets jaunes, on a créé un club actu sur Facebook, un groupe fermé. Et on voulait que ça soit un groupe pour permettre à nos lecteurs de dialoguer avec nous, avec la dizaine de journalistes qu'on est ici. Et ça n'a pas trop pris. Et je suis déçu parce que j'aurais aimé beaucoup plus dialoguer. Et là aussi, comme avec les forces de l'ordre, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on titre comme ça, pourquoi on a fait appel à telle source. Et qu'on soit interrogé, c'est sain. On n'a pas du tout à être des Mélenchons du journalisme où personne ne doit nous toucher. Il faut absolument qu'on soit critiqué, c'est normal. Mais c'est vrai que quand on a voulu créer cet espace de dialogue, ça n'a pas pris. Et pourtant, on a beaucoup été mis en cause
par les citoyens, par nos lecteurs. Donc c'était un peu frustrant de voir que ça n'avait pas pris et qu'on ne pouvait pas assez communiquer parce qu'on n'est pas beaucoup de journalistes. On est moins de 36 000, 35 000 cartes de presse en plus. Parce que On est ouais, 20 en cartes janvier carte 2000, de presse. carte de presse, carte de presse. Donc on n'est pas nombreux et donc on est méconnus. Et quand on se rend compte que même dans sa propre famille, dans son entourage, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Bon, bah là, c'est là qu'on se dit qu'il y a un boulot. Et là, on peut parler de notre institution qu'est l'éducation nationale, ou ce que vous faites au Club de la presse. C'est de devoir absolument rentrer dans les écoles, rentrer, et puis parler et expliquer ce qu'on fait, quoi. Parce que le boucher, on sait ce qu'il fait, le prof, on sait ce qu'il fait, on a tous vu, tout. Mais les journalistes, on ne sait pas trop. Et donc, c'est plus lié pour moi, quand c'est dans le cadre du citoyen, pas des institutions du politique, comme je disais, mais dans le cadre du citoyen, c'est plus lié à une méconnaissance de notre profession. Et oui, ça peut amener à des heures graves. Ouais. Pour abonder dans votre sens, quand Christian Lantenois, donc le photojournaliste de l'Union de Reims, s'est fait agresser, donc il est resté très longtemps dans le coma entre la vie et la mort. Il est aujourd'hui sorti du coma, mais on ne peut pas dire qu'il aille bien. L'ensemble de la presse française a signé une tribune et dans cette tribune, il demandait notamment à ce que l'éducation aux médias entre dans les programmes scolaires du début à la fin de la scolarité des jeunes. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on lutte pour la liberté de la presse, Simon? Ah oui, oui, moi je fais beaucoup d'ateliers d'éducation média et de production journalistique avec des jeunes, enfin beaucoup au collège et au lycée. Et oui, oui, je pense que c'est primordial parce qu'en fait, on voit sur le terrain que ça suffit pas que les professeurs parlent comme ça de la liberté d'expression, fassent des cours sur l'histoire et comment on est arrivé. C'est important, mais en fait, concrètement, quand on met des jeunes, on crée un groupe et puis on crée un petit média ensemble. Ils deviennent des apprentis journalistes, ils vont sur le terrain, ils vont faire une interview, et puis ils construisent un média, ils se rendent compte peut-être un peu plus des enjeux de la liberté d'expression, de la pluralité des sources, comment on croise les sources, etc. Et donc, je suis convaincu, mais il faut vraiment que ce soit fait à une grande échelle et répété pour que, voilà, que ça avance. Pedro, cette défiance envers les journalistes, ce sont les jeunes citoyens qui vont lutter contre à travers l'éducation aux médias? Je pense que enfin, moi, ça m'évoque deux choses. La première, enfin, je suis d'accord avec ce que disaient Simon et Raphaël. Je pense que c'est vraiment indispensable, surtout dans cette période de fake news où on s'informe plus de la même manière, où les jeunes vont plus ouvrir un journal, enfin, ils regardent plus le JT. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Enfin, et je pense qu'il y a un besoin d'expliquer un peu comment est-ce que nous on travaille. Et c'est vrai que en parlant de cette défiance, ça me rappelle un peu, il y avait un fossé, quoi. Moi, je pense qui était sorti à un moment, c'était vraiment à l'époque je reviens sur la période des Gilets jaunes. Au début, il y avait vraiment, j'ai senti un fossé, quoi. Il y avait un travail vraiment important à faire à ce moment-là dans ce mouvement, enfin voilà, qui concernait des ronds-points partout en France et voilà, enfin, je pense qu'il y a, ouais, il y a un travail à faire et je pense que l'éducation, enfin, je pense que c'est une bonne idée, quoi. Si ça peut passer par les écoles, si ça peut passer par un travail régulier, hebdomadaire ou mensuel où on peut joindre éventuellement des journalistes, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est aussi, on dit toujours quand il y a un flou, il y a un loup, le fait que les journalistes parlent très peu d'eux, que ce soit une profession assez fermée, qui ne soit pas ouverte, très peu pédagogue, même si on nous voit partout sur le terrain, on fait parler des gens, mais on parle très peu de nous, ça aussi, il y a un problème d'ouverture de la profession. Il y a pas mal de rédacs hein, qui font, qui qui ont ouvert leurs portes et tout ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression de. Il y a pas mal d'initiatives aussi de collègues journalistes qui vont rencontrer les jeunes, qui vont expliquer comment est-ce qu'on travaille. Il y a. Les journalistes ne parlent pas trop d'eux. Oui, parce qu'à part les médias spécialisés, arrêt sur image, ou qui vont parler de la profession, c'est vrai que pour le grand public, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On nous voit tous comme des Christophe Barbier avec une écharpe rouge, éditorialiste, à gagner des milliers, quoi. Donc, effectivement, c'est déjà rien que cette distinction, parce que les chaînes d'information continue, on ne l'a pas abordé là et c'est très bien, ne sont pas le mal absolu, mais c'était ce qui était le plus regardé, malgré qu'elles étaient détestées. Donc, ça, il y avait aussi un paradoxe qu'il faudrait interroger, mais là, c'est plus peut-être psychanalytique.
ils nous voyaient comme des éditorialistes. Donc, alors que c'est deux métiers complètement différents dans le monde de la publication, enfin, ça n'a rien à voir. Nous, là, tous les quatre, on n'est pas éditorialistes, donc on ne donne pas notre avis sur des événements. Donc, rien que ça, cette pédagogie-là, ah bon, bah, c'est vachement important parce que comme ils étaient en boucle sur les chaînes d'information continue, il y avait pas finalement beaucoup de journalistes qui pouvaient, parce que on est derrière nos caméras, nos appareils photo, nos téléphones, et qu'effectivement, on n'est jamais devant, en tout cas pour ceux qui se mouillent. Donc, on ne nous voit pas trop, on nous voit sur le terrain, mais quand on nous alpague, c'est en nous confondant avec ceux qui sont, il me semble, hein, dans les médias mainstream, et sauf qu'on n'a rien à voir, et puis on n'a pas à répondre d'eux, quoi, chacun, et puis en plus, chaque média fait le travail qu'il a envie, on n'est pas tous journalistes à valeur actuelle ou à l'humanité, quoi. Donc, voilà, la pédagogie à fond. Moi, je salue les profs qui le font. Il m'arrive d'arriver fréquemment, d'aller dans les écoles aussi. C'est vraiment indispensable. Et les profs qui prennent le temps de le faire, qui prennent une semaine, c'est génial parce que vraiment, les ados changent de point de vue. Il me semble vraiment que ça change et qu'il y a une perception qui évolue. Il faut qu'on nous connaisse plus parce que cette défiance-là, c'est un peu comme la défiance vis-à-vis des élus. Ça me fait penser aux défiances qu'on a vis-à-vis des élus locaux, où on critique tout le temps le gouvernement qui pourrait être pour nous les éditorialistes dans les médias mainstream. Et, sauf qu'il y a des élus locaux qui gagnent rien et qui se font chier à faire en sorte que ça avance, que les projets avancent. Et eux, ils sont jamais remerciés. Et pourtant, ils vont prendre pour les autres, quoi, pour les plus gros. Et il me semble que c'est un peu pareil pour nous. On parlait de la défiance des citoyens envers la presse française. Le rapport de RSF pointe du doigt aussi la concentration des médias par des grands groupes, notamment industriels, donc des conflits d'intérêts. Certes, est-ce que ça aussi, l'indépendance financière des rédactions n'est pas aussi un point qu'il faut discuter pour garantir une liberté de la presse? Simon, vous avez cofondé le grand format. Raphaël, c'était V Marseille. Pedro, vous êtes indépendant. Est-ce qu'il y a un problème de financier dans la presse aujourd'hui en France? Simon, peut-être. C'est clair que plus on a une pluralité de médias, plus ça favorise la liberté d'expression, la possibilité de confronter les informations et de se faire son propre avis. Au niveau local, par exemple, c'est pas simple de créer des médias locaux indépendants et légèrement différents de ceux qui existent. C'est l'entreprise qui est indépendante, pas le journaliste. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Il y a ce défi économique qui, quand même, est important, notamment si on veut avoir les moyens de bien faire son travail, pour moi, d'avoir du temps et voilà, de pas survoler les sujets. Et donc, pour des médias locaux, notamment, je pense qu'il y a la question de la publicité et de l'actionnariat. Enfin, les deux sont... Parce que quand on est lié à de la publicité locale, ça peut aussi influencer le contenu. Donc, voilà, mais si on se passe de la publicité, il reste les abonnements. Et comment on les fait vivre quand on n'a pas des grands fonds, des grandes entreprises qui nous soutiennent? Nous, c'est un défi. On est un très jeune média et très petit, mais voilà, je pense que ce défi est présent dans de nombreux médias qui tentent d'émerger et de créer plus de pluralité au niveau de l'information. S'il y a un message, moi je trouve qui est important à faire passer, c'est qu'il y a quand même à distinguer le format reportage d'investigation. L'investigation, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui demande du temps, avec des risques. Ce que tu disais, Simon, enfin, voilà, avec le risque d'avoir des procès, une multitude de procès qui se succèdent, et d'où la nécessité aussi de payer l'information, enfin de ne pas forcément aller vers une information gratuite. Une bonne information, c'est une information, enfin, voilà, qui coûte de l'argent. Et enfin voilà, le fait que l'investigation, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'argent, et enfin voilà, c'est pas évident. La problématique, elle est réelle, hein, sur les médias français, les gros médias qui appartiennent à des industriels, à quelques personnes. Ça, c'est absolument pas normal dans une démocratie. C'est très, très compliqué. Quand même, nous, par exemple, à Publihebdo, ou moi, pour parler d'actu.fr, où on a de la publicité, on travaille avec des commerciaux qui sont localement, qui vont chercher de la pub, et on peut des fois parler de sujets qui vont embêter
nos collègues, et je dis collègues parce qu'on bosse ensemble, parce qu'on reste des entreprises qui doivent gagner de l'argent, en tout cas pour mon cas. Et donc, il y a des discussions qui s'opèrent entre commerciaux, entre rédactions. Et s'il n'y a pas une paroi étanche, c'est très complexe. Et moi, j'ai encore la chance d'appartenir à un groupe où il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a personne qui s'enrichit, où tous les biens sont redistribués aux salariés. Donc, encore, oui, je suis fier de ça. Mais pour les autres, pour d'autres rédactions qui appartiennent effectivement, enfin, on le voit pour Canal+, c'est très compliqué parce que c'est le prince qui détient la chaîne ou le média qui fait sa loi. Il y avait, pour les auditeurs, il y avait une proposition qui m'avait beaucoup marqué. C'était de Pierre Rimbert dans Courrier International. Il avait proposé un système de financement. Enfin, je pense que les travaux de Julia Cagé aussi pourront être intéressants pour parler de tout ça. Mais Pierre Rimbert proposait alors, je vais dire de tête, donc c'est compliqué, mais je renvoie à sa lecture dans dans Le Monde diplomatique, pardon, dans Le Monde diplomatique, qui proposait un système mutualisé, des moyens de production partagés, pour faire en sorte que ce ne soit pas ceux qui ont le plus d'argent qui puissent faire pénétrer l'information le plus fort. Et Pierre Imbert a proposé un système où, en fait, c'est un peu comme les aéroports, où on peut se dire, on ne va pas, par compagnie aérienne, créer un aéroport. C'est complètement stupide. Donc, à un moment donné, si on considère qu'il y a une presse d'intérêt général, l'État, les impôts viennent en aide à cette presse-là pour mettre en commun donc un aéroport, un système, un hub. Donc, tout ça pourrait être les moyens de production, la gestion, l'impression. Bref, que ça ne coûte pas aux médias ou les serveurs. Et qu'ensuite, le reste, les charges fixes, enfin, bon, ça impute, que ça soit imputé aux médias. Mais pour soulager les médias et considérer effectivement que c'est on n'entend jamais nos ministres de la Culture sur lesquels on est dépendant parler de tout ça. Mais voilà une proposition qui était concrète. Je renvoie à cette lecture-là. Je crois que c'était un article de 2014 dans le Monde Diplo. Donc c'est vieux, Pierre Rimbert, mais c'était vraiment intéressant parce qu'il y a des propositions. On n'en entend jamais parler parce que, enfin, j'accuse notre ministère, mais nos ministres. Mais il y a des moyens de pouvoir se sortir de ça et de faire en sorte que des médias indispensables qui sont aujourd'hui dans la précarité euh, puissent s'en sortir et que les médias mainstream, pour beaucoup qu'on peut considérer comme pas du tout indispensables, que tout ça soit remis à niveau, quoi. L'année dernière, des régions de France ont failli perdre ce qu'on appelle la PKR, leur presse quotidienne régionale. Je pense notamment au Dom-Tom. Et ça aurait été quand même une première. Et donc, c'est vraiment une période dure pour les médias. Mais est-ce que aussi un territoire peut se passer d'une presse locale? Non, il faudrait demander aux Américains. La centaine de médias américains locaux, de médias locaux qui est en train de disparaître aux États-Unis, c'est une catastrophe. Enfin, c'était formidable pour tous les Trump et ses partisans ou toute personne qui refuse le contradictoire et la vérité. Mais pour tous ceux qui veulent des avis éclairés et se faire des opinions, c'est absolument détestable parce que qu'est-ce qui reste? Il reste la communication dans ces territoires. Il reste les politiques, les industries, ceux qui peuvent financer de la communication. C'est tout ce qui reste. Après, il faut aussi interroger les entreprises de presse. On reste des entreprises. Quand c'est le cas, je parle de celles qui ont un besoin de gagner de l'argent, ce n'est pas tout le cas. Mais il y a aussi à se réinterroger sur les modèles, hein. Il faut aussi que les entreprises, parce que ça a gagné énormément d'argent, je pense qu'on est beaucoup moins payé que ce qu'étaient nos consoeurs et confrères d'avant. Donc, il y a eu des moments de gloire dans la presse française, c'était tant mieux. Et puis, personne ne s'est interrogé sur l'évolution qui venait, c'est-à-dire que plus personne nous lisait, ou même le JT, aujourd'hui, est regardé par qui? Moi, je connais très peu de personnes qui regardent un JT de TF1 ou de France 2, alors qu'ils lisent un journal, c'est encore pire. Donc, les industries ont aussi leur part de responsabilité, hein, dans la façon dont il fallait absolument évoluer. Il n'y a pas eu beaucoup de visionnaires, hein. On va passer au dernier sujet, qui est la valeur de la parole de l'État. C'est une question qui a été beaucoup posée, notamment à Rouen avec la catastrophe de Lubrizol. Est-ce que comment en fait briser les secrets ou en tout cas les silences de la parole de l'État? Est-ce que Raphaël, vous voulez bien revenir sur cet épisode Alors, oui. Lubrizol? Oui. Témoin direct comme beaucoup de journalistes. Ça me fait penser à une phrase qu'on n'a pas révélée tout de suite, qu'on va révéler parce qu'il n'y a pas besoin de le révéler, mais que je livre là. Le directeur départemental de service de secours du SDIS, le colonel Lagal, me dit à un moment donné, et je le dis parce que je ne considère pas que ce soit du off, et je l'ai mis dans des articles, mais me dit, après cette journée incroyable
qu'on a vécu en septembre. Merci de nous aider à rassurer la population. Et donc là, j'ai bien compris. Donc, on est dans les couloirs de la préfecture, il est 21h. Bon, enfin voilà, la journée, on l'a tous. Mais fatigué, et il me dit ça, on est tous les deux, il me dit ça. Et ben, je me dis merde. Donc, c'était bien ça, la volonté. Alors, lui, enfin, c'est le directeur du SDIS, je ne veux pas l'incriminer. Voilà, il a fait son boulot, il a éteint le feu, et puis ses hommes ont été remarquables. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Mais il y avait cette volonté dans la communication, parce que c'est de la communication qu'il y a eu auprès de nous, journalistes, dans la salle de conférence de presse qui a lieu à 9h30 tout de suite, de nous donner à voir quelque chose. Et donc, on nous dit, les fumées sont toxiques, mais pas plus qu'un feu de cheminée. Enfin bon, il fallait voir ce qui passait sur nos tronches. Donc, il y avait une volonté comme ça de minimiser les choses qu'on ne comprenait pas. Et tout de suite, moi, je me souviens d'un collègue de l'IB, et puis tout de suite, on se dit, on se fout de notre gueule. Il y a un truc comme ça qui se passe dans la première journée. Alors, c'est pas volontaire tout de suite. Je veux pas, voilà, je veux pas jouer les journalistes méchants vis-à-vis des services publics, mais il y avait quand même cette volonté de nous donner à voir quelque chose. On ne nous parle pas tout de suite du toit amianté de 8000 mètres carrés qui a brûlé. On nous dit que c'est pas dangereux. Enfin, bon, vous voyez, donc il y a tout ça qui se met en place. Et nous, on est là, on ne sait pas ce qui se passe encore parce qu'on est à quelques heures, l'incendie est toujours en cours. Et on n'a pas tout, on ne nous donne pas tout. Et il a fallu l'intervention du Premier ministre, Édouard Philippe à l'époque, une semaine après, pour autoriser, comme c'est une entreprise Céveso, pour autoriser le déclassement des produits, parce qu'on demandait à savoir qu'est-ce qu'on a respiré pendant toutes ces heures. Et donc, il a fallu l'intervention du Premier ministre pour donner à la presse la possibilité d'étudier ce qu'on a respiré. Une semaine après. Donc, c'était... Enfin, voilà. C'était dans une volonté je dirais plus ça, de nous donner à voir. Je ne sais pas si c'est de la mésinformation, si c'est. En tout cas, la première journée a été d'essayer d'éviter la panique. Et j'en ai eu cette concrétisation par la phrase du colonel Lagal. Mais les points presse derrière étaient assez tendus, parce qu'il me semble que le toit en amiante, ça vient d'une question de journaliste. On sent bien qu'il y a... Non, c'est les écologistes verts qui sont alertés par un lanceur d'alerte en interne et qui font une conférence de presse. Les Verts, donc, qui étaient dans la majorité, dans l'ancienne majorité, qui sont toujours, enfin bref, et qui alertent en disant il y avait un toit en amiante qui a brûlé et on avait retrouvé de l'amiante partout, à des dizaines de kilomètres en Seine-Maritime, dans les jardins, en plus d'essuie, hein, donc il fallait voir le carnage. Donc, ah oui, effectivement, c'était du fibrociment, on ne vous l'avait pas dit. Voilà. Et ça vient d'un lanceur d'alerte qui a pris son risque, et c'est les élus pour le couvrir qui effectivement l'ont révélé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Pedro da Fonseca, vous aussi avez l'impression de vous heurter à cette parole qu'on ne peut pas mettre en doute, ou alors qu'on a du mal à mettre en doute, qui est la parole de l'État ou la parole préfectorale, qui est le représentant de l'État en région? C'est difficile de répondre à ça. Enfin, écoute, de mettre en doute, nous, en tout cas, quand on fait le travail, quand on fait un travail d'investigation, pour nous, c'est important que ce soit une entreprise privée ou que ce soit un responsable étatique ou une personnalité politique. C'est important d'avoir un retour, en fin de compte, et de lui donner la parole. Moi, ce qui me choque, c'est en fin de compte de voir des personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Moi, c'est ça qui m'étonne, quoi. Après, c'est aussi notre boulot d'aller chercher, d'aller chercher cette parole, d'aller là, de mettre le pied dans la porte ou d'essayer de confronter les gens un peu à leurs responsabilités, quoi. Ça peut pas être juste un mail ou un message d'une collaboratrice qui nous donne qui balaye du revers de la main et qui nous dit que bon voilà, il n'est pas possible d'interviewer telle personne ou de. Non, c'est compliqué, mais pour nous, il faut. On doit aller solliciter les personnes, on doit demander aux gens Enfin, je me perds là, mais ce que je veux dire, L'accès au terrain, ouais. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il faut, quand on a des documents, quand on a investigué, quand on a enquêté, à un moment, c'est important qu'on puisse avoir un retour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir ce retour en passant outre les services de communication qui sont une barrière infranchissable? Je pense notamment à vous, Simon Grand, qui m'en parlait de ces services de communication et du manque de transparence souvent des instances publiques. Oui, c'est assez compliqué parce que
Moi, sur certains sujets liés à la santé, je me suis confronté en fait à des agences publiques qui ne répondent pas aux questions ou ne prennent pas ces questions au sérieux, alors que on pourrait quand même s'attendre à une attention particulière à ces questions qu'on soulève, en tout cas plus que si c'était une entreprise privée qu'on venait questionner. Et donc, on demande, voilà, comme le dit Pedro, on a en amont récolté des documents, on a beaucoup d'éléments, et quand on les confronte avec toutes ces informations-là, on veut vraiment avoir des choses précises et on ne les obtient pas. Alors, il y a aussi la question des données, parce que ça nous est arrivé de demander des bases de données, notamment à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, sur certaines questions. Et en fait, l'Agence nationale de sécurité du médicament met plusieurs semaines avant de nous répond vraiment au dernier moment, nous donne les données, mais il manque une partie des données. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, ils veulent pas qu'on regarde cette base de données. Et quand au final, on l'obtient quelques jours avant la diffusion du reportage, on remarque qu'en effet, il y a des choses qui vont pas dans cette base. Et quand on les confronte avec les données qu'on a par ailleurs, ça colle pas. Et donc, voilà. Et donc, tout est comme ça. Et pour des agences publiques, voilà, ça pose question. Et donc, moi, je suis très en faveur de cette diffusion de certaines bases de données publiques, notamment, par exemple, je travaillais sur les cancers chez les enfants. Il y a des bases de données qui sont privées pour des questions de confidentialité, mais il y a une partie de ces données, au moins, qu'on pourrait avoir et qui nous permettrait de creuser sur le terrain vraiment et de faire notre travail de journaliste. Et en fait, on ne les a pas et on ne les aura pas parce qu'il n'y a pas de volonté de transparence sur ce sujet-là. On a le sentiment que quand on ne veut pas dire quelque chose, on a un service de communication, on verrouille la communication et Mm. c'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez de plus en plus sur le terrain, d'avoir des difficultés à rencontrer la bonne personne ou avoir accès à cette information? C'est pas nouveau, hein, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui est là depuis. Enfin, vous avez des spécialistes. Après, il y a les réseaux sociaux, il y a des écrans de fumée qui sont créés, il y a la difficulté de pouvoir interviewer une personne. Et puis, ce qui va se passer, je me rappelle sur une enquête concernant la SNCF, on avait des éléments concernant des problématiques liées à la sécurité du réseau ferroviaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vous fait? Bon, ben voilà, si après avoir insisté pendant plusieurs mois, après avoir prévenu en amont, enfin, bon, bah voilà, on va vous accorder finalement une énorme faveur, c'est de pouvoir interviewer le responsable sécurité. Mais dans ce cas-là, en fin de compte, on va cadenasser, on va vous dire, bon, bah écoutez, il a un planning, vous avez droit à 20 minutes et puis basta. Vous voyez ce que bon, bah voilà, ils mettent en place, ils ont différentes stratégies aussi pour pouvoir contourner et éviter de répondre aux éléments enfin, voilà, auxquels on souhaiterait les confronter, et de pouvoir échanger, ce qui me permet constructif, moi, au débat démocratique et à la transparence. Parce que là, encore, c'est quand on a accès, mais j'ai l'impression de lire ou d'entendre de plus en plus que solliciter la direction n'a pas voulu donner suite à notre interview. C'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus régulièrement d'avoir une fin de non-recevoir. Non, on ne veut pas répondre, on ne veut pas vous répondre. Raphaël? Oui, oui, quand ça les gêne, c'est le cas. Des fois, c'est beaucoup plus, c'est à leur préjudice, hein, souvent, parce que quand l'enquête est suffisamment bien faite et que les preuves sont étayées, bah, quand il n'y a pas la réponse en face, je trouve que ça accable beaucoup plus, alors qu'il y aurait une réponse s'il y avait un sentiment d'honnêteté. Ça pourrait désamorcer des choses, ou en tout cas permettre de comprendre. Donc souvent, quand il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'effectivement, l'enquête ou ce qu'on touche est à ce point sensible qu'il ne faut absolument pas aller plus loin. Donc bah, on publie ce qu'on a, et puis voilà, après, on peut pas nous attaquer derrière, en tous les cas, on est forcément protégé. D'où l'importance des lanceurs d'alerte, là que Simon et Pedro doivent côtoyer beaucoup plus que moi, mais sans ces personnes, même sur des sujets assez anodins, prendre la parole pour un fonctionnaire, alors là, j'en parle même pas, mais même si on essaye de parler d'un sujet qui soit même pas une enquête, qui soit juste un sujet, comment ça se passe, on essaye d'avoir des profs pour le Covid, pour le premier confinement, comment ça se passait, les cours à la maison, mais vous demandez à un prof, mais il se réfugie sous sa couette, il n'y a plus personne, jamais il nous parlera, parce que donc quand on voit qu'il y a des lanceurs d'alerte qui risquent beaucoup plus sur des sujets très importants, vraiment chapeau, parce qu'ils risquent leur carrière, leur santé,
Enfin, voilà. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, parce que le journaliste n'existe que parce il a des informations qui fuitent ou il a du réseau, hein, sinon, effectivement, ça s'appelle un éditorialiste qui sait tout sur tout, donc ça ne veut rien dire. Mais nous, on peut que étayer, amener des éléments, et sans les lanceurs d'alerte, et il faut les. Voilà, je pense que là, c'est vraiment sur tous les terrains. Morgan Large doit l'avoir, quel que soit le média d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de primordial sur lequel il faut travailler, parce que sinon, c'est cadenassé. Et pour avoir des informations de l'intérieur, bah, il n'y a que ça. Souvent, ça peut être les syndicats qui jouent ce rôle, et puis parfois, c'est des personnes complètement lambda qui prennent ce risque-là. D'autres choses à ajouter sur l'état des lieux de la liberté de la presse en France? Il faut que ça s'améliore. Il faut que ça s'améliore, évidemment. Je vais peut-être vous laisser à chacun quelques secondes pour peut-être donner son avis sur ce débat, sur l'état de cette liberté de la presse en France, voilà, de vous exprimer sur le message que vous aviez à faire passer en tant que journaliste. On commence par le plus jeune. Simon? Non, c'est Raphaël le plus Non, jeune. c'est Raphaël. Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est cette formation-là auprès des citoyens, auprès de la police, parce qu'on en a parlé, de la gendarmerie, et surtout auprès des écoles. Ce travail-là qu'on peut faire, j'espère qu'on sera encore plus nombreux à répondre présent, parce qu'on prend sur notre temps de travail. C'est pas toujours facile d'intervenir, mais je pense que c'est primordial. Et puis après, veiller, on reste vigie de la démocratie, à ce qu'on puisse continuer à pouvoir faire notre travail et le dénoncer, parce qu'il y a cette propension qui sera toujours là de l'État, quel qu'il soit, avec des pouvoirs en place beaucoup plus, on peut le craindre, restrictifs que d'autres. Mais il y aura toujours cette propension de l'État de mettre, en tout cas, de nous restreindre et de nous contraindre. Donc, le veiller, s'organiser pour ça, et puis la formation avec, qu'on nous connaisse mieux. Voilà, c'est surtout là-dessus, j'essaye de m'y attacher au quotidien en tout cas. Simon? Oui, non, mais j'ajouterais peut-être deux choses pour conclure de mon côté. La première, c'est que parfois on entend, j'entends de façon rapide, bon, en France, on est dans une dictature, voilà, il y a pas de liberté des médias, il n'y a pas de liberté des journalistes. Et je pense que c'est important de dire quand même que voilà, il y a une liberté des journalistes, on a de la chance d'avoir des médias libres et contrairement à beaucoup de pays quand même, et avec des lois qui protègent aussi les journalistes. Donc, malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que je pense, on parlait tout à l'heure de la défiance envers les journalistes, et que cette défiance, je pense, elle est justifiée en partie par aussi un travail journalistique qui parfois n'est pas de sérieux ou de qualité. Et donc, moi, je pense qu'un des combats qu'on doit avoir, c'est de permettre à ces journalistes d'avoir les moyens de faire leur travail, d'avoir du temps, d'aller sur le terrain. Et de ne pas enchaîner les sujets, comme ça peut parfois être le cas dans des rédactions, pour des questions économiques. Et donc, la question des moyens, vraiment, pour garantir une liberté d'expression et la pluralité des sources d'information, elle est pour moi primordiale. Pedro, l'aîné? Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Non, mais je suis d'accord avec Simon sur le fait que bon, bah, il faut qu'on continue à travailler sur des projets au temps long, la nécessité, ce que disait Raphaël aussi, enfin, voilà, de sensibiliser sur notre travail. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a pointé pas mal de choses qui n'allaient pas, mais je trouve que quand même depuis pas mal d'années, on a quand même un secteur, enfin, par exemple, moi, je trouve au niveau investigation, on a en France quand même la chance d'avoir de belles rédactions, enfin voilà, de bons journalistes, et bon, ça, enfin, voilà, s'il faut se raccrocher à un truc un peu positif, il y a ce côté-là qui, enfin voilà, bon. C'est une belle chose, ouais. Je partage. En tout cas, merci monsieur. Donc, deux petites informations avant de se quitter. Donc, vous pouvez retrouver sur le site du Club de la Presse également 8 podcasts qui ont été faits dans cette semaine de la liberté de la presse. Des podcasts de journalistes normands, nationaux et internationaux, des regards croisés, voilà, des paroles de journalistes très intéressants. Et aussi, donc, pour vous informer, messieurs, informez-vous.fr, la plateforme consacrée à l'éducation aux médias,
donc c'est aux médias normands, en Normandie. Donc c'est une plateforme internet où tous les acteurs de l'éducation média peuvent se réunir, journalistes, professeurs, citoyens. Il y a de tout, il y a des ressources pour mener des ateliers, il y a des sites internet, il y a plein d'informations. Il y a un annuaire de journalistes prêts à intervenir dans les collèges et lycées ou dans vos structures. Donc tout ça sur informez-vous.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle table ronde sur le site du Club de la presse et de la communication de Normandie.